Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, ce que nous révèle cette enquête, c'est effectivement comment la Russie a bâti un plan méthodique, et non pas à notre insu, mais au vu et au su de tous, pour faire du blé une arme qui sera peut-être déterminante dans cette guerre. Et oui, ça ressemble presque à un polar, David. Ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que la Russie est le premier exportateur mondial de blé avec 16% du total et que l'Ukraine la suit juste derrière avec 10%. Et ce que vous racontez, Emmanuel Ducrot, c'est que Moscou a pris la main sur le grenier à blé du monde avec une stratégie en 2 actes. Premier acte, assécher la production et l'exportation du blé ukrainien, détruire et bloquer. Détruire par les bombardements et les pillages des installations agricoles. Vous citez, Emmanuel, par exemple, le bombardement du terminal céréalier de Nicatera, tout près de Mykolaïv, début mai. On peut citer aussi plus récemment, le week-end dernier, dans la même région, la destruction de champs de blé à coups de bombes incendiaires. Bloqué ensuite, on en a souvent parlé ici, depuis le début de la guerre, la Russie bloque les ports ukrainiens de la mer Noire, en particulier celui d'Odessa. Aucun bateau ne rentre ni ne sort alors que 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes sont prêtes à être exportées. L'Ukraine est donc hors jeu, d'où une pénurie mondiale criante. Cette pénurie donne un pouvoir décisif au blé russe. Et ce que vous dites, Emmanuel Ducrot, c'est que nous ne l'avons pas anticipé. Et quel est le deuxième acte donc, de cette stratégie russe? Le deuxième acte de cette stratégie, Vladimir Poutine le développe depuis son arrivée au pouvoir et surtout depuis 2014 et l'invasion de la Crimée. C'est ce qu'indique l'économiste Thierry Pouche. Écoutez. Sur la phase d'annexion de la Crimée, qui va entraîner évidemment des sanctions qui vont être infligées à Moscou. Et il va s'appuyer en quelque sorte sur ces sanctions pour amplifier cette stratégie de pouvoir alimentaire. Il va aussi dresser un embargo en 2014 de façon à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations. Et dans certaines productions, la Russie est devenue quasi autosuffisante. Résultat, et c'est spectaculaire, la production de blé est passée d'une trentaine de millions de tonnes à plus de 80 millions. Et pour couronner le tout, la récolte de cette année s'annonce exceptionnelle. Est-ce à dire que la Russie a désormais ce qu'on pourrait appeler un pouvoir de vie et de mort sur un certain nombre de pays? Eh bien, c'est exactement ça. Vous citez, Emmanuel Ducrot, l'Égypte, dépendante à 25% du blé ukrainien, le Maroc, qui importe 15% de son blé. On peut citer aussi, regardez, le Liban, 65%, le Pakistan, dépendant à 45%. Du jour au lendemain, la Russie peut mettre en joue tous ces pays et leur dire « Je vous vends du blé à un prix attractif, mais il y a une condition. » Écoutez Thierry Pouche. Les exportations de blé russes sont évidemment conditionnées par les degrés d'engagement des pays importateurs envers l'Ukraine, que ce soit sur des aides matérielles, etc. Donc les exportations de blé russe seront acceptées et concrètes si la Russie estime que le pays ne s'est pas engagé envers l'Ukraine. Voilà, ne s'est pas engagé envers l'Ukraine. Autrement dit, si vous soutenez la Russie, si vous dénoncez les sanctions, vous échapperez à la famine et peut-être aux révoltes sociales. Voilà comment, en quelques années, l'Occident s'est laissé endormir et a laissé la Russie faire du blé une arme géopolitique. Voilà, et un pouvoir